18h05, eh bien, je vous propose qu'on démarre gentiment et eh bien, l'habitude également, c'est que, avant de passer la parole, pour, une introduction de ce webinaire, eh bien, le rituel veut que je rappelle un peu quelques idées clés sur notre communauté et sa raison d'être. Donc qu'est-ce que la communauté des leaders éclairés? Eh bien, c'est une communauté qui rassemble des dirigeants, des entrepreneurs, des membres de comités de direction, des managers et également des accompagnants. Et tous souhaitent mettre la puissance de leur entreprise au service de la transition sociétale et écologique. Donc nous partageons nos expériences et on porte une voix assumée sur l'évolution à laquelle sont appelées les entreprises, c'est-à-dire répondre aux grands défis humains et environnementaux de ce 21e siècle. Au sein de cette communauté, nous soutenons les leaders d'entreprise prêts à opérer une révolution de conscience pour changer leur entreprise et impacter positivement la société. Voici la raison d'être qui nous réunit ce soir, les amis, et je te passe la parole, Romain, pour introduire ce webinaire. Merci Vincent, bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis vraiment très heureux d'être là ce soir, très heureux aussi d'accueillir Frédérica Van Ingen ce soir, que j'ai eu grand plaisir à rencontrer quand on a préparé ce webinaire. Je vais vous raconter ça. Très heureux parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je crois qu'il nous tient beaucoup à cœur, même si peut-être pour vous c'est un sujet, les peuples premiers, ou la sagesse de ces peuples-là qui est peut-être un petit peu nouveau. Donc vraiment très heureux voilà, de partager ce temps-là avec vous. Et pour l'animer avec Vincent, il y aura également Ramuncho Capdevielle qui est avec nous, que vous voyez à l'écran et qui fait également partie des équipes de bénévoles. Bonsoir. Alors, peut-être deux mots avant pour vous donner juste une dernière information sur la communauté. Il y a quelque chose qui s'est passé qui était vraiment très important la semaine dernière. C'était l'ouverture du premier cercle de leaders. C'était la première rencontre qui a eu lieu à Aix-en-Provence, entre Aix et Marseille. Donc, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire pouvoir offrir des espaces physiques cette fois, de rencontres réguliers à des dirigeants, à des managers qui veulent trouver un endroit où on peut à la fois parler du faire, de notre engagement, de nos actions, de notre transformation d'entreprise, mais aussi de l'être, donc avec toute une part spirituelle. Donc voilà, donc c'est parti, c'est lancé. Il y a plein d'autres villes qui vont ouvrir dans les mois qui viennent. Et je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, donc les cercles sont ouverts aux managers et aux dirigeants, aux entrepreneurs, hein, donc à des gens opérationnels. Si vous êtes intéressé par rejoindre un des cercles, vous pouvez noter tout de suite la date du 10 janvier, puisque le 10 janvier au soir, on fera un webinaire qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus et de goûter l'énergie de ces cercles. Donc voilà, c'est un beau rendez-vous, c'est une belle façon pour nous de conclure l'année, et on va conclure l'année effectivement avec ce webinaire aussi ensemble sur ce thème-là. Donc on accueille Frédérica qui nous parlera un petit peu de son chemin tout à l'heure. Frédérica, tu es journaliste, tu es auteur, et je dirais aussi que donc aujourd'hui tu es devenue une passeuse de savoir. Donc dans les livres, parmi les livres que tu as écrits, il y en a deux, enfin les trois sont dans la même lignée. Le premier s'appelle Ce que les peuples premiers ont à nous dire. Le second, c'était Sagesse d'ailleurs. Et le troisième, qui nous rassemble ce soir, s'appelle 101 façons de se reconnecter à la nature. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu passer ce livre, j'ai eu un coup de cœur. Ça résonnait tellement fort avec des questionnements que j'ai, que je l'ai acheté, que je l'ai dévoré, comme vous pouvez le voir, et que j'ai contacté Frédérica en me disant est-ce que tu peux pas venir nous parler. Donc bienvenue à toi, et tu es également la fondatrice, tu auras peut-être l'occasion si tu souhaites d'en parler, la fondatrice du Cercle des Passeurs, donc qui réunit d'autres passeurs de savoir, de ces sagesses des peuples racines, et qui anime un certain nombre de stages. C'est bon? Ouais. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Romain. Alors, ouais, moi j'avais envie de dire deux mots peut-être avant de te laisser la parole, pour simplement vous dire pourquoi on a décidé d'aborder ce sujet. Hein, pourquoi ce sujet de ce que les peuples premiers, comment s'inspirer de la sagesse des peuples premiers pour se connecter à la nature. Et
Parce que ça peut paraître incongru finalement, hein, de se dire quel rapport avec les leaders éclairés, quel rapport avec la transition écologique, ou en tout cas le rapport est peut-être pas direct. J'avais envie de vous partager deux, trois choses qui nous semblent essentielles, enfin qui me semblent essentielles aussi. Et c'est ça qui nous a amenés ce soir. Et il y a une première chose qui me semble très importante, c'est pour ça qu'on va passer ce temps-là ensemble, c'est que quand on essaye de comprendre comment l'homme en est arrivé à menacer son environnement et donc à le détruire, hein, détruire son écosystème jusqu'à se mettre en danger lui-même, c'est-à-dire l'urgence climatique, l'urgence de la biodiversité qu'on connaît, l'une des grandes causes racines qui est dite, qui fait aujourd'hui presque consensus, c'est qu'à un moment donné, dans notre histoire en tant qu'être humain, nous nous sommes déconnectés de la nature. C'est comme si on s'était extrait de la nature, comme si on avait perdu donc un lien avec elle, qui nous aurait amené à nous considérer comme différents d'elle, comme séparés, à la considérer peut-être ensuite comme un danger, hein, avec tout le côté sauvage, puis peut-être comme un décor, et in fine, comme un grand réservoir dans lequel on peut piocher. Dans lequel on peut piocher de façon illimitée des ressources, et puis même s'en servir, pourquoi pas, comme un dépôt, hein, comme une grande décharge à ciel ouvert dans laquelle on peut rejeter nos déchets. Et donc il y a quelque chose qui se joue quand on regarde cette cause racine, qui serait de l'ordre de comment est-ce qu'on peut renouer, réparer ce lien avec le vivant. Comment est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle civilisation qui refasse alliance avec la nature. Et une fois que je vous ai dit ça, on est bien avancé, c'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas comment faire, d'une certaine façon. Il y a ce philosophe de l'environnement qui nous dit pourtant c'est le moment. Il nous dit c'est le moment de passer de l'anthropocène à la symbiocène, c'est-à-dire à une nouvelle étape de notre humanité. Le problème c'est qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas déjà vraiment ce qu'on a perdu et on sait encore moins comment on peut peut-être retrouver ce lien à la nature, comment on peut réintégrer notre place dans la nature. Et donc c'est là où les peuples premiers peuvent nous enseigner, je crois, beaucoup de choses, c'est ce que tu vas nous partager Frédérica, c'est-à-dire que eux sont restés en cœur de la nature, ils sont restés dans la nature, ils sont la nature, et donc il y a quelque chose qu'ils peuvent peut-être nous réapprendre. Et je finirai là-dessus pour vous dire à quel point, pour moi, ce sujet est important. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives, on voit beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se font pour changer nos modèles. Il y a beaucoup de choses en matière de développement durable, de RSE, donc ça bouge. Moi j'ai le sentiment que ça bouge, peut-être vous voyez beaucoup de choses. Alors il y a d'autres choses qui ne bougent pas, mais il y a des choses qui bougent. Sauf que quand on constate, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans tous ces projets, moi il y a quelque chose qui me frappe, c'est que tous ceux, y compris des acteurs très engagés dans la transition, ont tendance, on a une propension naturelle à oublier la nature. C'est-à-dire qu'on veut penser, on veut trouver des solutions, on parle de transition, mais très vite on mentalise les choses. Très vite on parle de flux, très vite on parle de processus, on parle de modèle. On oublie, a vraiment oublié le vivant en fait dans tout ça. Et donc on sent bien que la RSE, c'est la RSE à la papa, je disais cette expression-là sur les réseaux sociaux ce matin, la RSE avec les indicateurs, les rapports et tout ça, on sent bien que c'est à bout de souffle, on sent bien qu'on va vers quelque chose qui est de l'ordre d'une économie régénératrice. On avait fait un webinaire sur ce sujet-là, vous pourrez aller regarder le replay, mais il y a un risque aussi à, finalement, selon moi, à passer d'un modèle à l'autre, qui serait tout aussi mental, et à faire en sorte que finalement, sans le savoir, on retombe dans un problème qui serait, on a un nouveau modèle qui serait l'économie régénératrice, mais si on n'a pas revisité notre lien au vivant, est-ce qu'au fond, le système capitaliste, consumériste, ne va pas se ressaisir à nouveau? Et si je pousse le plus loin, on bouge encore plus loin, on va apprendre peut-être à régénérer un peu le vivant, mais est-ce que ça ne sera pas pour l'exploiter encore de façon un peu plus savante et un peu plus forte? Donc voilà, je me fais un petit peu l'avocat du diable pour simplement insister sur le fait que ça me paraît tellement essentiel qu'il y ait une redécouverte de ce lien-là, de ce lien sensible, de ce lien charnel et de ce lien évidemment spirituel à la nature. Et quand j'ai découvert ton livre, Frédérica, il y a une chose, et je te cède la parole, il y a une chose qui m'a frappé, un chiffre, c'est qu'on estime donc que les peuples dont tu parles dans ce livre et dans tes précédents livres, hein, donc il y a des peuples racines qui sont connus, comme les Bushmen, les Aborigènes, les Kogi, les Navajo, etc., vous les connaissez peut-être. On a tendance, en tout cas moi j'avais tendance à penser que c'était quelques peuplades. En fait, on estime à 370 millions le nombre de personnes qui vivent encore selon des traditions ancestrales. 5000 groupes sur toute la planète, et donc ça représente quand même 4% de la population mondiale. Donc voilà, je pense qu'on a cette chance-là d'avoir encore toute cette partie de notre humanité qui a conservé peut-être quelque chose que nous sommes amenés à redécouvrir, et c'est l'objet de ce soir. Alors comme vous savez, au niveau de
de nos webinaires, on a un autre rituel qui est toujours de démarrer nos partages avant d'engager un peu notre intellect, d'écouter, par un petit temps de présence, un petit temps de centrage, une méditation. Et ce soir, on a voulu donner les clés de la maison à Frédérica. Donc Frédérica, je te laisse nous proposer voilà, ce temps de méditation. Merci Romain, merci. Oui, et j'ai d'autant plus envie de vous le proposer que tout ce que tu nous citais juste avant, en fait, effectivement, si à un moment on a envie vraiment de rentrer dans quelque chose de transformateur, bah, ça commence par l'expérience. Donc, ce que je vous propose, c'est une courte et petite expérience, toute simple, de quelques minutes pour vivre quelque chose avec le corps. Donc, bah, je vais commencer par vous proposer de fermer les yeux et de prendre quelques grandes respirations pour arriver ici et maintenant. Et puis sentir les points de contact du corps avec la chaise où on est assis, avec le sol, et se souvenir que sous ces points de contact, quelque part même sous les étages, quelque part en dessous, il y a la terre qui nous soutient. Et prendre le temps de se déposer sur cette terre. Et sentir l'air également sur la peau qui entre par les narines. Goûter la sensation, le frais, le chaud. Et puis, portez votre attention sur le son, tous les sons qui vous entourent, du plus évident jusqu'à tout doucement le plus petit. Et avec la conscience de ces sons qui sont toujours là, reportez notre attention sur notre corps, notre ventre, notre plexus, notre cœur.
En restant bien dans cette sensation, laissez venir à vous une image, quelque chose qui vous évoque un sentiment de gratitude, quelque chose que vous avez vécu, quelque chose que vous avez vu, quelque chose que vous aimez, quelqu'un, un animal, un paysage, une couleur qui vous apporte ce sentiment intérieur de gratitude. Et ressentez cette gratitude et ce qu'elle éveille en vous. Et avec tout ça en vous, autour de vous, je vais vous proposer de changer de registre mais de rester dans la sensation, dans le ressenti. Et avec votre bras, d'indiquer la direction du nord. Où est le nord? Et maintenant, où se trouve en ce moment le soleil? Et la lune? Et maintenant, un arbre, l'arbre le plus proche de chez vous, de l'endroit où vous êtes. Est-ce que vous pouvez le sentir? Sentir la distance qui est entre vous et lui. Et maintenant, je vous propose d'ouvrir doucement les yeux, de rester dans cette attention et de regarder tout autour de vous, bien enregistré tout autour de vous, pas l'écran, tout autour de vous. Et refermez les yeux et indiquez-moi quelque chose qui est bleu. Je vous propose de réouvrir les yeux, de recommencer l'exercice encore une fois. Regardez bien autour de vous, dans l'attention, les yeux de la chouette qui voit partout, tout autour d'elle. Et refermez les yeux. Et indiquez quelque chose qui est non humain, qui est naturel. Merci. Je vous propose maintenant d'ouvrir les yeux. Et si vous le souhaitez, de nous partager dans le chat eh bien ce qui a éveillé en vous le sentiment de gratitude. Si vous avez le souhait de nous partager, ça permet de faire un bouquet de gratitude qui permet de nous relier à travers ce sentiment, qui est un sentiment, probablement que tous les êtres humains, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ont partagé depuis la nuit des temps en travaillant, en vivant dans des espaces de nature, les oiseaux, la forêt. Ouais, merci pour ce joli bouquet de gratitude.
je crois que c'est le moment où je passe la parole à Ramuncho qui va me la rendre bientôt. Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore une fois, Frédérica, pour être une figure de proue et le travail de recherche, de synthèse et de partage que tu réalises aujourd'hui. Et je sais que ce n'est pas facile d'être sur le devant de la scène. Ça peut provoquer toutes sortes de réactions. Donc, merci beaucoup. J'aurais souhaité commencer cet échange justement avec te poser cette question de qu'est-ce qui t'a amené finalement à prendre ce rôle de passeuse de ces sagesses. Comment ça a commencé? Il y a longtemps. Je commencerai par une enfance en nature, et ça c'est important parce que la reconnexion à la nature aujourd'hui, si elle est revenue à moi, c'est parce qu'il y a eu tout ce parcours de déconnexion. Donc une enfance en nature, en liberté, avec la chance de pouvoir vivre dans les bois, découvrir, connaître les animaux, connaître les oiseaux, etc. Et puis un long chemin qui m'amène à devenir journaliste, un chemin de quête de compréhension, de quête de sens, je l'appelle comme ça aujourd'hui. Donc j'ai été journaliste pendant pas mal d'années dans différents secteurs, un peu spécialisée plutôt en écologie au départ, et puis en médecine, puis en psychologie. Et puis, au fil du temps, est arrivé ce moment, autour de la quarantaine, peut-être un peu avant, chez moi, où on commence à se poser les questions de sens. Donc, qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Voilà, c'est quoi le sens de la vie? On a passé pas mal de temps à découvrir l'extérieur, puis soudain, on se dit, et moi? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et je raconte ça parce que j'ai découvert depuis que c'est quand même juste la question universelle que tous les humains se posent à un moment de leur vie, mais dans nos sociétés, on a oublié que ça faisait partie du chemin. Et les sociétés racines, elles y répondent dès le début. On y reviendra tout à l'heure. Donc, en me posant toutes ces questions, j'ai effectivement eu un chemin d'exploration, de la méditation, de pratiques comme celle-ci. Ça m'a amené vers le chemin de l'intériorité à l'intérieur et à essayer de trouver dans mon métier les réponses en fait que je cherchais profondément. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai rencontré des personnes qui étaient en lien avec ces peuples racines. Et alors là, ça a été quelque chose d'assez étonnant. J'ai rencontré une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Et en fait, il m'est apparu que c'était une évidence que quel que soit le peuple en question, qu'il soit d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, maintenant aussi d'Europe du Nord, etc., tous avaient une vision commune, en tout cas. Alors, ce n'est pas ce qui apparaît au premier regard, évidemment. On voit qu'il y a des différences culturelles, et il y en a. Ils sont tous différents. Mais si on va creuser au fond et qu'on pose ces fameuses questions de sens et de c'est quoi le rôle d'être un humain sur cette terre, et ben, à l'arrivée, ils ont tous des réponses qui sont universelles, avec des façons d'y répondre, bien sûr, différentes, mais qui, mises tout ensemble, nous donnent un tableau quand même vraiment intéressant quelle est la place de l'être humain dans cette vie de nos collectifs et surtout comment essayer de remettre quelque chose comme de l'harmonie dans nos relations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces sociétés-là, il y a le lien à soi qui est cultivé depuis le plus jeune âge. Il y a le lien à l'autre, bien sûr, puisqu'ils vivent beaucoup en groupe, enfin ils vivent essentiellement en groupe, alors avec des tailles différentes, mais surtout avec des philosophies et des sagesses qui leur permettent de vivre en groupe d'une façon harmonieuse. Et puis, bien sûr, le lien à la terre qui est essentiel. Et donc, c'est vrai que dans ce chemin, moi, alors une fois que j'ai rencontré ces personnes que j'appelle des passeurs, j'ai fait un premier bouquin sur les sagesses de ces peuples-là. Ensuite, j'ai eu envie, comme j'étais journaliste santé, de faire un bouquin sur comment ils voient la santé, puisque quand ils me parlaient de sagesse, ils n'arrêtaient pas de parler de guérison, de santé, etc. Donc, j'ai vraiment voulu faire un gros travail de faire le point sur c'est quoi leur vision de la santé, de la vie, de la maladie, etc. Question qui est d'autant plus intéressante aujourd'hui. Et puis, ça m'a amené à dire, mais en fait, si on veut vraiment passer à l'action aujourd'hui, si on veut vraiment remettre de l'ordre dans nos sociétés, ou de l'ordre en tout cas quelque chose qui soit au diapason du vivant, et ben, le chemin, c'est de se reconnecter à la nature, c'est le chemin qu'il nous montre, c'est celui-là. Donc j'ai voulu explorer
qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter à la nature pour ces peuples-là, puisque en fait aujourd'hui on dit que ils sont les gardiens de quelque chose comme 80%. Tu parlais de 4% tout à l'heure. Ils sont les gardiens de 80% des zones sauvages de notre planète. Donc, c'est quand même pas inintéressant de voir qu'ils sont aussi des gardiens de la biodiversité. On peut traduire ça en termes scientifiques. Moi, j'aime bien en parler plutôt dans la part humaine de leur propre contribution, qui est une contribution qui n'est pas scientifique, qui est vraiment une contribution à la qualité de la relation au monde, en fait. Voilà le chemin qui m'amène là. Merci, j'ai noté quelques mots-clés dans ta présentation: liberté, évidence, harmonie, le lien, la santé. Et tu évoquais dans ta dernière phrase la connexion et le fait d'être gardien de cette connexion. Est-ce que tu peux en dire plus à ce sujet-là? Oui, alors, en fait, ce qui est intéressant, alors les petits jeux que je vous ai proposés là tout à l'heure, c'était typiquement des jeux qui nous amènent à la connexion. Par exemple, quand je vous ai posé la question où est le nord, quand on connaît, nous en tout cas, quand on sait à peu près où est le nord, ça va parce qu'on est chez nous, on connaît un peu nos directions. Mais dès qu'on bouge, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez facile de perdre le nord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces peuples-là, il y a quelque chose qui, dans leur lien à la nature, je vous parlais tout à l'heure, je vous demandais, est-ce que vous sentez le lien à l'arbre? Il y a quelque chose comme une connexion, comme s'il n'y avait pas de séparation entre eux et le monde dans lequel ils évoluent. Donc cette idée, par exemple, de perdre le nord, c'est intéressant de voir chez eux, il y a des langages dans lesquels, par exemple, la gauche et la droite n'existent pas. Donc ça va être, par exemple, mon bras ouest, qui, si je me tourne, va devenir le bras est, évidemment, mais ça raconte à quel point ils vivent en permanence reliés au monde extérieur. Alors que pour nous, le monde, il est à l'extérieur. Eux, ils sont dans le monde et ils se considèrent vraiment dans le monde. Donc quand ils disent qu'ils sont la nature, oui, ils sont la nature, parce qu'il n'y a pas cette séparation entre l'individu et le monde. Il n'y a pas non plus la séparation entre l'individu et l'autre, c'est-à-dire l'autre est aussi un miroir. Donc c'est intéressant de voir que tout ça, l'autre et l'arbre sont les mêmes en fait. Il y a une perception de parenté. Quand les Lakota disent O Mitakuye O Yasin, qui est une phrase très, très reprise dans de nombreuses célébrations, ça veut dire je suis parent avec tout ce qui existe. Donc c'est vraiment une notion de parenté. Il y a pas mal de peuples d'Amérique du Sud qui parlent de cousins, de frères, voilà, ils se considèrent vraiment comme faisant partie de la grande famille du vivant. Je raconte dans le livre une petite histoire aussi d'un prof de français au Québec qui expliquait à ses étudiants autochtones que dans un poème qui parlait de ma grande sœur Rivière, c'était une métaphore. Et les étudiants autochtones disaient mais non, c'est pas une métaphore. La rivière est vraiment ma sœur. Voilà, c'est juste pour donner un peu une image de la différence de ce que ça peut être dans la pensée, en fait, cette notion de connexion. Dans leur pensée, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils se considèrent vraiment comme une cellule d'un grand corps terre, en fait, dont on fait partie. Et je donnais cette image de dire que, par exemple, les sociétés ou les groupes humains sont comme des organes, en fait, de ce grand corps terre, avec des fonctions, avec voilà, des rôles très précis à jouer qu'il s'agit de maintenir, en fait. Voilà. Donc cette notion de connexion, elle est toujours bien sûr liée à l'équilibre parce que étant donné qu'ils se considèrent comme des cellules ou des organes de ce grand corps terre, eh bien ils font partie, enfin ils ont la conscience de devoir jouer ce rôle pour que les équilibres puissent être maintenus. Et c'est intéressant de voir que finalement ça rejoint tout ce que nous raconte l'écologie, mais eux c'est vécu de l'intérieur et nous c'est vu de l'extérieur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur cette perception de la connexion chez eux. Oui, merci. Ça me fait penser sur cette idée de connexion liée à l'équilibre, en fait, en tant qu'occidental et avec toutes ces recherches. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples
pour nous les Occidentaux, de rétablir cet équilibre par la connexion au vivant? Qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce que tu as constaté qui fonctionnait? Alors, mais bon, dans mon chemin d'auteur et de chercheuse et de passeuse, je suis donc allée à la rencontre de beaucoup de ces passeurs donc que j'évoquais tout à l'heure, qui sont donc des passeurs de ces différents peuples qui sont issus de nos cultures en général et qui ont intégré un savoir auprès de ces peuples et qui le ramènent aussi chez nous. Alors pour moi, c'était intéressant parce que c'était important, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était important de me trouver au milieu de ces personnes qui sont de notre culture parce que y a déjà une traduction et que moi, ça me permet de rassembler aussi tous ces éléments-là et d'avoir, d'être aussi le lien entre ces différentes visions. Donc j'ai fait ce chemin-là et puis je suis allée aussi explorer des modèles qui sont inspirés de ces peuples racines, notamment un modèle qui s'appelle, alors qui est mal traduit, enfin, un peu traduit en français, mais qui est la connexion à la nature, ça s'appelle Eight Shields en anglais, donc qui est allé chercher aussi des pratiques qui étaient présentes chez des peuples indigènes un peu partout sur la planète, au moins sur 3 continents différents. Et en fait, c'est intéressant parce que je retrouvais vraiment dans ce modèle les mêmes choses que ce que j'avais pu rencontrer avec les passeurs. Et il y a des choses tout simples. Ce qu'on a fait là tout à l'heure, là, la petite méditation, par exemple, avec le son, alors on peut le faire avec l'odorat, enfin, il y a cette notion d'activer les sens, en fait, de faire une méditation sensorielle. Il y a cette idée d'aller en nature vraiment et de travailler sa connexion sensorielle, mais c'est-à-dire que oublier, sortir du mental et être vraiment dans, allez, je vais me poser là, à cet endroit-là, et je vais observer, et je vais sentir, et je vais écouter jusqu'au plus petit son, comme tout à l'heure on a pu le faire. Voilà, ça c'est vraiment une des voies pour moi de connexion basique. C'est le b.a.-ba de la reconnexion. La gratitude qu'on a fait tout à l'heure, donc je l'évoquais, qu'on a partagé tout à l'heure, je l'évoquais parce que en fait, déjà, premièrement, partager une gratitude, ça permet de se souvenir qu'il y a d'autres humains qui, comme moi, ont un sentiment de gratitude à l'égard de la forêt, à l'égard de l'oiseau qui chante le matin, à l'égard de l'arbre. Et l'air de rien, toutes ces gratitudes, les unes avec les autres, ça commence à faire vraiment une bulle de reconnexion. Et ces peuples-là, ils n'ont pas perdu ça. Et pour eux, c'est quelque chose d'important, de très important. La connexion, ça va être réveiller sa curiosité, en fait. Ça va être aller se promener dans les bois ou ailleurs, dans des endroits de nature. Ça peut être aussi dans un jardin, dans un parc. Et c'est explorer ça va être réveiller sa curiosité d'enfant. Voilà, sa joie d'enfant. Ça peut être plein de choses. Ça peut être voilà, se rouler dans la boue, ça peut être courir après les traces d'animaux. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de laisser parler ce qui en nous a envie de s'éveiller de l'enfant qu'on a dans nos sociétés un peu vite endormies. Il faut savoir que dans ces sociétés-là, il y a vraiment un travail qui est fait beaucoup sur l'accompagnement de l'enfant dans justement quels sont ses talents. Et pour savoir quels sont les talents d'un enfant, il faut d'abord qu'il puisse épanouir sa curiosité. Et là, on commence à voir vers quoi il a envie d'aller. Donc nous, ça, il faut savoir qu'on est orphelin de ça. Donc on a tout ce travail-là à faire de le réveiller. Donc voilà, ça suppose de se donner le temps qui est le temps du vivant en fait. Normalement, cet enfant, il a été accompagné. Nous, ça n'a pas été le cas. Donc chez nous, il y a redonnons-nous le temps d'être accompagnés pour redécouvrir ça. C'est loin d'être une perte de temps. Toutes ces connexions qu'on va recréer avec l'extérieur, ce sont des connexions qui en nous sont reflétées en nous en fait. C'est-à-dire il y a comme, enfin au niveau du système nerveux en tout cas, on sait aujourd'hui que ça redéveloppe tout un tas de capacités d'attention, de présence, etc. On sait que dans les comportements des enfants, ça amène plus facilement ce qu'on appelle les soft skills, la coopération, etc. Donc c'est vraiment c'est des espaces qu'il est important aujourd'hui de se donner le temps de redécouvrir parce que juste en les réveillant comme ça, ensuite, dans le quotidien, on a plein de talents qui vont pouvoir se réveiller, qu'on avait enfouis ou qu'on n'avait pas laissé se développer en fait.
Voilà, pour la connexion, comment refaire la connexion. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec la gratitude, mais c'est raconter ce qui nous arrive, raconter nos histoires. Aujourd'hui, je rencontre un chevreuil sur la route, mais c'est un cadeau, c'est une merveille. Si je ne le partage avec personne, demain, je l'aurais oublié, ou même une demi-heure après, je l'aurais oublié, et je vais penser à tous les soucis qui vont me rattraper parce que j'ai un truc à finir, etc., etc. Partager ça, donner de l'importance à tout ça. Et en fait, dans la mesure où on ne vit plus dans ces mondes naturels, on est obligé de faire cette sorte d'effort de ramener, de redonner de l'importance à quelque chose qu'on a éliminé des choses importantes de notre agenda. Alors que c'est quand même, c'est simplement notre lien à la vie, quoi. Donc c'est quelque part redonner un espace à ces liens à la vie dans nos quotidiens. Ces peuples-là, eux, ils vivent comme ça, et ils n'ont pas besoin de tout ça puisqu'ils ont cette connaissance-là, et ça, bien sûr, ça va servir aussi à prendre soin, à connaître les espèces, mais ça va bien au-delà de tout ça. Ça va changer aussi nos relations entre nous. Ça donne de la profondeur parce que dans la vision des peuples premiers, par exemple, chez les Lakota, on nous dit que le monde est déposé en nous. C'est-à-dire que tous les animaux sont en nous, par exemple. Et chaque animal, il a une énergie particulière, il a un rôle particulier. Et si on rencontre un chevreuil, par exemple, c'est intéressant d'aller voir, c'est qui cet animal ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Enfin, pas qu'est-ce qu'il me raconte, parce que nous, on va partir dans le mental, mais c'est plutôt qui il est vraiment, comment il vit, quelle différence il y a avec moi, quelle ressemblance il y a avec moi, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre, ce chevreuil, en fait. Voilà. Il y a tous ces éléments-là qui sont, en fait, je dis dans mon livre, mais c'est une bibliothèque, c'est-à-dire que chaque animal devient un livre. Et chaque plante est un livre. Et ça, voilà. Alors, dans ces sociétés-là, on parle beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'on va dire l'énergie de l'animal, etc. On peut appeler ça comme on veut, on n'a pas vraiment de mots mieux que ça, mais je pense qu'on peut comprendre la notion de l'énergie d'un animal, mais en tout cas, ça peut être aussi la qualité d'un animal, si on préfère. Enfin, voilà. Et il y a tout ça, c'est comme un vocabulaire, une bibliothèque que la nature nous met à disposition et qui nous permet de découvrir en miroir qu'on a tout ça en nous et qu'on peut mettre en œuvre toutes ces qualités-là aussi dans notre quotidien. Et c'est tout simple. C'est pas, ça suppose juste peut-être de prendre le temps d'aller se promener en nature, de creuser un petit peu, d'essayer de réapprendre à parler de ces choses qui ne nous paraissent plus essentielles, qui pourtant sont vraiment en train de le redevenir. Voilà. Merci beaucoup. Donc j'entends qu'il y a quelque chose qui commence par soi au départ, ou au moins en petit groupe ou en famille. Pour les entrepreneurs qui sont aujourd'hui en ligne, moi, une des notions qui m'a beaucoup marqué à la lecture de ton livre, c'est la notion d'équilibre. C'est-à-dire que quand quelqu'un démontre un symptôme qu'on appellerait maladie ou de déséquilibre, eh bien, on pense que c'est la responsabilité de l'ensemble et pas simplement de cette personne. Et on voit que dans nos systèmes aujourd'hui, il y a des signes de souffrance qui ne sont pas remis en cause aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur comment on peut utiliser ces sagesses au sein d'une équipe, d'une entreprise ou d'un système? Qu'est-ce qui t'est apparu aujourd'hui au fil des recherches? Oui, ce que tu pointais là, c'est vrai que c'était vraiment intéressant. C'est-à-dire que dans ces sociétés-là, je donne l'exemple des Navarros dans un de mes livres où il y a quelqu'un qui va pas bien, qui à un moment boit de l'alcool alors que c'est interdit sur la réserve, qui va en prison, qui rentre, etc. Et là, au lieu de dire ah, t'as mal fait, ce qui serait un peu peut-être le réflexe et la façon d'agir dans nos sociétés, il est accueilli par les siens, par l'homme médecine qui lui dit allez, raconte-moi ta vie en prison, c'était comment, j'ai jamais vécu moi ça, ramène-moi ton expérience et dis-moi comment c'était. Il y a cette idée-là, c'est que toute erreur n'en est pas une en fait. Toute expérience est une expérience qu'on peut réintégrer. Voilà, donc ça c'est quelque chose déjà pour un collectif chez nous. C'est pas toujours, je perçois que ça commence à rentrer un petit peu plus dans les mœurs des entreprises, mais c'est pas la première façon de réagir qu'on voit au quotidien. Alors, pour ces peuples-là,
le vivant, enfin, il existe, on retrouve ça dans toutes ces sociétés-là, dans toutes ces sociétés, l'idée de loi du vivant. C'est les lois de C chez les Kogi, les lois naturelles ailleurs, enfin, voilà, il y a les tables de la loi. On retrouve vraiment cette idée qu'il y a des lois du vivant. Et chez nous, en fait, la loi, c'est les humains. La loi, c'est l'humain qui l'a fait. Or, ces lois du vivant, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont aussi en nous. C'est pour ça, quand je raconte tout à l'heure les animaux, etc., c'est que tout ça répond aux lois du vivant. Tout ça est en nous. Les lois du vivant, elles sont dans nos corps. Nos corps, ils fonctionnent selon les lois du vivant, sinon ils ne fonctionneraient pas. Nos esprits fonctionnent selon les lois du vivant. Nos pensées fonctionnent selon les lois du vivant. Et nos collectifs aussi, puisqu'on est tous vivants a priori. Donc en fait, tout ça fonctionne selon les lois du vivant. Donc c'est intéressant de se dire, tiens, il y a des peuples qui savent comment ça fonctionne tout ça. Alors évidemment, ils n'ont pas théorisé, mais ils savent comment ça marche. Et quand on théorise, d'ailleurs c'est intéressant, parce que quand on théorise, on arrive à quelque chose comme de la systémie, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont plutôt une vision organique de ces lois du vivant. C'est-à-dire, ce sont des lois organiques, en fait. Ce sont des lois qui sont en permanence en train de se réadapter, de se rééquilibrer, de s'ajuster. Donc c'est ça qui est complexe pour nous, qui sommes quand même dans un esprit où on essaye de poser, de contrôler ou de théoriser des choses, c'est que ces lois du vivant, mais en fait, on peut avoir quelques éléments de ces lois du vivant. Donc voilà, ça peut être l'idée que il faut toujours deux éléments, enfin que à partir de deux éléments, un troisième peut naître. Donc voilà, c'est comment développer la créativité. Deux personnes permettent de créer quelque chose qui est une sorte de trois. Il y a des éléments comme ça. Il y a le fait que il y a l'information qui est quelque chose qui est connu dans les lois du vivant. C'est-à-dire tout est information. Des choses comme ça qu'on peut théoriser, mais après, je dirais c'est la pratique en fait. Et la meilleure des pratiques pour pouvoir toucher ces lois du vivant, c'est la connexion en fait, et c'est la connexion à la nature. Et ça permet en fait, remettre ces lois du vivant dans nos manières de fonctionner ensemble, ça permet plusieurs choses. Quand je disais tout à l'heure le Omitakuye Oyasin des Lakota, on peut le traduire aussi par je suis grâce à toutes mes relations. C'est-à-dire que on le voit dans un écosystème, il n'y a aucune plante qui vient et qui naît parce qu'elle est là toute seule et qu'elle veut prendre sa place. On est grâce à toutes nos relations, que ce soit nos relations humaines, les relations extérieures, l'air, l'eau, la terre, etc., dont je parlais tout à l'heure. On est vraiment le résultat de tout ça. Donc ça c'est une idée fondamentale chez ces peuples-là, et savoir que je suis ce que je suis grâce à toutes mes relations, ça me permet d'abord de prendre soin de la relation, ça me permet de trouver ma place, qui est aussi une des idées fondamentales dans ces sociétés-là, c'est qu'elles accompagnent les personnes dans l'idée de trouver leur place, et chaque être a une place spécifique. Ça, c'est aussi quelque chose de fondamental. Et puis, ça permet surtout aussi de savoir qui je suis. Voilà, tout simplement, je suis ce que je suis grâce à mes relations. Ça veut dire que mes relations vont m'aider à savoir exactement qui je suis, à quel endroit je peux contribuer. Dans cette idée-là, il y a évidemment aussi l'idée de prendre soin. Si on suit les lois naturelles, forcément, on va être dans cette loi naturelle fondamentale qui est le don contre don. C'est-à-dire que dans la nature, tout est, comment dire, tout est échange en fait. Donc, forcément, on va rentrer dans quelque chose comme si je prends quelque chose, j'en ai conscience, donc je rends quelque chose, donc je ne vais pas prélever quelque chose sans redonner, etc., etc. Et j'ai la conscience que je fais partie de ce don contre don. Donc, il y a quelque chose comme à cet endroit-là, l'idée de maintenir le vivant dans un système qui va assurer la sécurité des populations, la sécurité des groupes pendant 7 générations au moins, comme disent les Amérindiens. C'est eux, quand ils vont prélever quelque chose, ils pensent aux 7 générations suivantes. Ça peut être intéressant à remettre dans nos façons de fonctionner. Donc ça, c'est un des points. Et puis il y a aussi cette notion de sens, c'est-à-dire remettre les lois du vivant dans une société, c'est dans nos sociétés, dans nos entreprises, ça peut être un moyen de comprendre quelle est ma place, de comprendre quelle est la place de ma société dans l'écosystème dans lequel
dans lequel dans lequel j'évolue. Donc, c'est tout simplement trouver un sens. Et chez les peuples racines, en fait, la question du sens, elle se pose tout le temps, mais c'est le sens de quelle est ma contribution au vivant. Donc, ça pourrait être intéressant de se dire comment les entreprises aujourd'hui peuvent se poser la question de quelle est ma contribution au vivant. Voilà. Dans cette idée de contre-don, etc. Tout ça, ça suppose évidemment de s'accorder du temps. Ça aussi, c'est un élément des lois du vivant. Et là, on ne peut pas s'en affranchir. Nous, on est tellement dans l'immédiateté qu'on voudrait avoir évidemment tout de suite. Et en plus, on a été éduqués dans un système qui nous apprend à avoir tout de suite. Et les objets, la technologie nous entretiennent dans ce rêve un peu enfantin. C'est intéressant de voir que ces sociétés proposent des rituels de passage qui justement font sortir de l'enfance et devenir adulte. Donc peut-être être un peu moins dans le désir de toute puissance, mais un peu plus dans la mesure. Voilà. Et voilà, pour finir, je dirais que les lois du vivant, elles permettent en fait à un moment de tenir compte des lois du vivant. Ça peut permettre de répondre à ces 3 besoins fondamentaux de l'être humain qui sont l'identité, la sécurité et puis le sens en fait. Voilà, choses comme ça. Donc quand on a nourri ça, je pense qu'on peut avoir des êtres humains épanouis qui vivent ensemble et c'est intéressant de voir que ces sociétés, ces peuples-là, c'est quelque chose qu'ils cultivent depuis des millénaires et ça marche. Merci Frédérica. Il nous reste 2 ou 3 minutes. J'aurais souhaité te poser une autre question. Tu as beaucoup parlé de relations, de trouver sa place, de trouver qui je suis. Dans ce que tu as observé et étudié, quelle est la place de la relation entre l'énergie du féminin et l'énergie du masculin chez ces peuples-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu peux nous dire? Ok, alors je vais commencer. C'est une très bonne question, c'est une excellente question. C'est même un vrai sujet de recherche qui m'intéresse beaucoup. Je vais quand même juste aussi poser avant ça, c'est que moi, ma recherche, elle va toujours chercher ce qui, chez ces peuples-là, nous intéresse. Il y a des pratiques, comme dans toutes les sociétés humaines, qui sont pas du tout transposables, pas intéressantes, voire carrément, enfin, qui pour nous sont absolument insupportables. Donc, voilà, je ne vais pas aller chercher les endroits où, c'est vrai que, voilà, il y a des endroits où on pratique l'excision, il y a des choses comme ça. Enfin, on va pas, l'idée n'est pas d'angéliser ces peuples-là non plus. Il y a tous les modèles possibles et imaginables. En revanche, comme ils ont évolué d'une façon plus connectée, effectivement, il y a beaucoup de solutions ou d'inspiration ou de dialogue à ouvrir avec eux pour pouvoir essayer de trouver des voies nouvelles. Alors, la vision du féminin et du masculin, ouais, c'est une question que j'ai posée à beaucoup. Et alors, c'est intéressant pour eux chez eux de voir que tous les éléments ont une énergie masculine et une énergie féminine. Tout être a une énergie masculine, une énergie féminine. Et tout être humain a une énergie masculine et une énergie féminine, mais avec une dominante en général. Et par exemple, dans la vision des Navarros, il y a des pluies féminines et il y a des pluies masculines. Il y a des vents féminins et il y a des vents masculins. Donc il y a tout ça. Et c'est parce qu'à un moment ou à un autre, la complémentarité, enfin les deux se complètent, qu'on arrive à un équilibre et que donc, en fait, l'équilibre des écosystèmes et l'équilibre de la vie peut perdurer. Donc voilà, il y a vraiment cette vision qui a une nécessité de complémentarité. Il y a une différence et une complémentarité. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que, par exemple, moi, ce que je perçois, ou je le traduirais comme ça en tout cas pour ma part, j'ai pu explorer ça à travers différentes pratiques, c'est que oui, en moi j'ai un masculin et j'ai un féminin, et selon le travail, c'est de l'équilibrer en soi en fait d'abord, pour pouvoir ensuite avoir des relations équilibrées avec les autres aussi. Donc voilà, il n'y a pas une recette toute faite, c'est un chemin. Et puis il y a pas, enfin, dans ces sociétés-là, il y a effectivement parfois des rôles qui sont attribués aux femmes et des rôles qui sont attribués aux hommes. Voilà, ça s'est fait de cette façon-là parce que peut-être disons que voilà, il y a peut-être
un peu plus de force physique chez l'homme pour faire certaines choses, mais ce n'est pas toujours vrai. Mais voilà, ça s'est dessiné comme ça dans ces sociétés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est peut-être plus la vision de l'existence de deux énergies complémentaires, une qui va être dans l'accueil, une qui va être plus dans l'intériorité, justement. Alors là, je vous parle de l'énergie féminine. Une autre qui va être plus, effectivement, dans la force, dans la réalisation. Et dans pas mal de sociétés amérindiennes, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, la femme est la gardienne de la terre et l'homme est au service de la femme qui est gardienne de la terre. Voilà. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est... qu'on retrouve un peu partout et que intuitivement, quand on commence à vivre la connexion, la reconnexion, je pense on ressent. Voilà. On peut sentir cette différence, cette légère différence de place. Voilà, on va dire. Merci beaucoup, Frédérica. Je vais maintenant passer la main à Romain pour qu'on fasse la suite grâce à tes apports. Un moment de résonance. Merci beaucoup, Frédérica. Il y a vraiment dans ton livre beaucoup de pratiques. Hein. Je crois que c'est vraiment chouette. Tu en as cité quelques-unes et il y en a plein qui permettent, je crois, de changer de regard. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment là. Comment on passe d'un regard objet sur la nature, où on la considère malgré tout, malgré nos efforts, comme un décor ou quelque chose qu'on admire, mais sans le considérer comme un sujet. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, dont une qui m'a marqué, c'est passer une nuit en forêt. Donc peut-être qu'à la fin, si tu as envie de nous donner tes recommandations, ou en tout cas tes pistes, il y aura un temps pour ça. Là, le moment, l'idée, c'est que il y a un petit temps de partage, un temps de résonance, comme on a l'habitude de le faire. Donc l'idée, c'est c'est aussi qu'on se rencontre au sein de la communauté. C'est un bon prétexte pour se rencontrer. Donc on va être répartis par Vincent en petits groupes de 3 pendant une quinzaine de minutes. Vincent, on va réduire à 15 pour tenir le timing, si tu es d'accord. Et la proposition, ça serait que vous ayez chacun à peu près 5 minutes dans votre petit groupe. Et la proposition, c'est 2 questions que je vous mets dans le chat. La première, ça serait de partager à vos interlocuteurs ce qui vous a émerveillé, ce qui vous surprend dans ce qui vient d'être partagé par Frédérica, par cette vision du monde. Qu'est-ce qui m'émerveille, qu'est-ce qui me surprend? L'intention toujours de notre travail en petit groupe, c'est d'aller parfois chambouler notre système de croyances pour évidemment l'enrichir aussi. Donc c'est aussi de ça, savoir cet œil un peu candide. Qu'est-ce qui m'émerveille, qu'est-ce qui me surprend dans ce qui vient d'être partagé? Et puis la deuxième chose plus on va dire terrienne, c'est est-ce que ça vient nourrir quelque chose pour votre organisation, pour votre boîte, pour votre métier aussi, si vous êtes accompagnant, dans votre action en termes de RSE, dans votre action, dans tout ce qui touche à la transition, au développement durable, au soutien du vivant, mettez les mots que vous voulez, c'est-à-dire est-ce que ça vient nourrir quelque chose à cet endroit-là? Voilà, qu'est-ce que ça pourrait venir enrichir dans une RSE qui serait évidemment peut-être plus vivante ou plus connectée au vivant. Voilà, donc on part pour 15 minutes. Je vous souhaite un bon temps d'échange et on se retrouvera à l'issue des 15 minutes pour un dernier temps avec Frédérica et pour conclure. Tout le monde est revenu. Je peux y aller. Alors, si vous voulez afficher dans l'idée, il nous reste quelques minutes maintenant. On aurait voulu en consacrer en tout cas quelques-unes pour que Frédérica puisse répondre à 1 ou 2 questions, peut-être un partage de résonance et une question pour Frédérica, pour ceux qui ont quelque chose en tête. Et Frédérica, tu pourras sélectionner la question à laquelle tu as envie de répondre, s'il y en a plusieurs qui s'affichent. Ah, quel est ton prochain livre? Ton micro, peut-être, Frédérica, si tu l'as, il est éteint, si tu veux l'allumer. Voilà, ça y est. Merci. Quel est mon prochain livre? C'est une bonne question. J'explore là aujourd'hui. J'explore.
Mais ça va être dans la même veine, en fait, je pense. C'est la suite de ce que j'ai commencé à écrire en étant peut-être plus dans quelque chose de l'ordre de la réflexion. Mais voilà. Je, je vois une autre question qui apparaît sur quelle est la place de la peur dans ces peuples. Ah oui, très bonne question. Ben justement, comme dès l'enfance, la peur est quelque chose qui est, comment dire, d'abord pas projeté, ensuite expérimenté, voilà. C'est-à-dire que là, les enfants expérimentent. Je dirais que c'est des sociétés, je ne vais pas dire sans peur, parce qu'un être humain sans peur, ça n'existe pas, puisqu'il a besoin de pouvoir fuir les dangers, donc comme tout animal. Mais en tout cas, c'est des sociétés où la peur est beaucoup moins présente, ils sont beaucoup plus apaisés que nous. Ça, c'est évident. Oui, tout à fait. Une autre qui concerne la... J'ai été interpellée par l'idée du vent féminin et masculin. Peux-tu développer? Eh ben, une petite brise, c'est féminin, et un grand vent violent, c'est masculin. Je ne sais pas pourquoi. C'est chez les Navarros. Ouais. Et peut-être une autre question ici qui est quel regard ces peuples portent-ils sur la question affilée sur notre façon de vivre, je crois. Sur notre façon de vivre. Mais en général, ils disent, comment dire, ils ont quelque chose de très indulgent à notre égard, parce que ce sont souvent des peuples qui ne jugent pas. Par contre, ils voient très bien les effets de nos modes de vie sur leur société et surtout sur leur terre, parce qu'aujourd'hui, ils souffrent beaucoup de sécheresse, de tous les événements climatiques, etc., plus la destruction des milieux. Enfin, bon, voilà, donc ils sont vraiment, vraiment en souffrance à cause de nos sociétés modernes. Et malgré ça, en fait, ils disent que nous sommes malades. Voilà, nous sommes intérieurement malades et que nous ne savons plus nous soigner. Oui, oui. Mm. Et alors, il y a une personne qui demande à savoir comment te contacter. Donc, j'imagine qu'il y aura tes coordonnées au travers du site des leaders si on veut te joindre. Facilement, je pense. Sur mes sites, j'ai un site et un site du Cercle des Passeurs. Okay. Une autre question, peut-être, oui, on a encore un peu de temps. Peut-on s'inspirer de la relation à l'invisible coutumière dans les peuples premiers au sein des entreprises? Si on est ouvert à ça, oui. Je sais qu'il y a des personnes qui pratiquent et qui font des propositions dans ce sens-là. C'est toujours intéressant de se dire, tiens, dans la vision de ces peuples, il y a ce qu'on appelle par exemple les esprits, et que l'esprit d'une entreprise, ça existe. On peut traduire ça avec plein de mots différents chez nous, mais justement, quand on parle de la contribution, quel est son rôle, etc., c'est intéressant de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose, une idée, une sorte d'énergie invisible qui est le démarrage d'une entreprise ou qui sous-tend l'entreprise et qu'il est intéressant de mettre de visualiser dans un écosystème plus large, visible et invisible. Voilà. Donc oui, ça fait sens. Après, il faut être ouvert à ça parce que c'est pas nos cultures. Donc, mais sinon, si vous êtes ouvert, c'est OK. Encore une question autour de l'entreprise. Quelqu'un demande comment contacter les 8 Shields. Alors, les Shields sont un peu, aux États-Unis, sont un petit peu en stand-by actuellement parce que justement, c'est quelque chose qui s'est développé très vite, trop vite. Et que voilà, c'est le système moderne qui a oublié l'élément temps, voilà, le temps vrai, le temps du vivant. Et donc, du coup, ils ont décidé de faire une pause là aujourd'hui pour ne pas, voilà, pour remettre pas mal de choses à plat dans leur façon de partager ce qu'ils ont appris. Après, il y a en France des espaces pour se former, mais qui sont plus autour de l'éducation. Voilà, moi, je me forme à quelque chose aussi dans cette branche-là, qui s'appelle l'appel du mentor, mais voilà, c'est plutôt de la connexion à la nature, avec l'idée peut-être de l'appliquer là où ça doit être appliqué. Est-ce que tu as fait un lien toi-même, quelqu'un qui pose la question du lien entre l'holacratie et l'entreprise est un être vivant? Oui, ces visions, en fait, ce sont des visions qui intègrent des données qu'on retrouve. Alors, je ne vais pas dire que les peuples racines disent que l'entreprise est un être vivant, mais tout projet ayant une intention, à partir du moment où il est mis en route, par exemple, quand ils construisent des temples, des choses comme ça, bien sûr, il y a
une dimension invisible dans toutes ces constructions. Alors, je ne fais pas le parallèle entre ça et ça, mais c'est vrai que je vois que beaucoup de pratiques qui aujourd'hui sont développées dans l'intelligence collective, dans effectivement l'holacratie, la sociocratie, s'inspirent de principes qu'on trouve forcément dans ces sociétés-là, puisque ce sont des sociétés qui sont inspirées par le vivant, et je pense que ces systèmes-là aussi, en grande partie. Moi, j'avais une question. Oui. J'avais une question, Frédérica, quand on avait préparé le webinaire, tu me disais que certains peuples racines étaient favorables à la transmission finalement de leur culture, de leur savoir pour que ça bénéficie au monde occidental, et d'autres pas, hein, sous-entendu peur d'être pillé ou pas envie. Pas peur, mais pas envie, oui. Ouais. Oui. Et ma question, du coup, ça serait, c'est séduisant de prendre des choses de leur culture et puis de vouloir, nous, les importer au sein des entreprises ou ailleurs. Quel garde-fou tu auras envie de nous donner ou quel conseil pour pas faire du copier-coller, parce que moi, je me méfie beaucoup de ça, encore plus dans le champ du spirituel ou de la connexion. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors oui, il y a toujours la question effectivement de la justesse de la relation qu'on va établir avec ces peuples-là. C'est vrai que moi je me suis retrouvée par ce chemin que j'ai pas forcément choisi, qui m'est tombé dessus à un moment et que je continue de suivre, dans un espace où justement l'idée, je me suis demandé longtemps, mais pourquoi je suis au milieu de tous ces peuples et pourquoi il n'y en a pas un plus qu'un autre. Enfin, bien sûr, je me forme à différentes choses qui viennent plutôt de tel ou tel, mais en fait, je réalisais que en fait, peut-être qu'aujourd'hui, c'est à nous d'inventer notre forme à partir c'est pour ça que ce livre sur la connexion, par exemple, la connexion à la nature, elle peut se faire ici, chez nous. On n'est pas obligé d'aller au bout du monde, aller voir comment font les Indiens Kogi, par exemple, qui ont vraiment surtout besoin qu'on les laisse tranquilles. Donc voilà. Après, s'ils viennent, c'est parce que justement, aujourd'hui, ils se disent, il est urgent qu'on partage aux petits frères, qu'on aille leur dire de faire attention, parce que ça a des conséquences chez eux, et ils savent que ça a des conséquences sur la planète, mais ça, c'est leur choix. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est la tentation d'aller un peu partout au bout du monde pour aller effectivement prendre comme on l'a fait, prendre les cultures comme on l'a fait pour les terres, et c'est vrai qu'il y a des peuples enfin des peuples, c'est plutôt des personnes dans certains peuples qui refusent de transmettre comme ça. Et on les comprend parce que voilà, ça a été fait de façon un peu brutale pendant très longtemps. Et puis il y en a d'autres qui ouvrent justement parce qu'il y a urgence. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que c'est intéressant d'y aller avec mesure et surtout avec toujours cette idée, la fameuse loi du don contre don. C'est-à-dire, voilà, si je vais chercher quelque chose chez quelqu'un, je lui rends l'appareil. Enfin, je fais en sorte qu'il puisse continuer de vivre et d'être qui il est. C'est-à-dire, je ne vais pas là-bas pour le transformer, je ne vais pas là-bas pour lui donner toute la modernité dont il aurait besoin, et ce serait facile. Je vais aller lui demander de quoi toi tu as besoin, et je vais rentrer dans un dialogue. Enfin, il y a tout cet aspect-là qui est vraiment important de considérer avant de rentrer en contact avec ces peuples-là. Et puis de voir s'ils ont vraiment envie qu'on vienne aussi. Ouais. Je crois qu'il y a la question de Laurence qui dit qu'est-ce qu'on peut leur apporter. J'ai vu passer ces derniers jours, tu dois être au courant, que c'est l'association d'Éric Julien, je crois, qui a permis de racheter des terres, en fait, pour c'est les Kogi d'ailleurs, je crois. Oui, il y a effectivement quelques associations qui font un travail magnifique justement pour permettre à ces peuples de préserver leur culture et de préserver une culture qui est vraiment en lien avec la terre. Donc pour ça, bien sûr, ils ont besoin d'avoir leurs terres ancestrales. Donc il y a les Chendukwa, effectivement, c'est un bon exemple de ce type d'association qui fait vraiment un travail pour permettre à ce peuple qui est certainement un des plus préservés en termes de connaissances spirituelles, en tout cas à l'heure actuelle, de continuer à entretenir l'équilibre du monde, comme ils disent, parce qu'ils parlent de ça. C'est pas rien. C'est un beau mot pour conclure, je crois, parce qu'on arrive au temps. Je voulais juste glisser, bien sûr, il y a les Kogi, mais tous disent qu'à un moment, ils entretiennent l'équilibre du monde. Ils ont tous fait ça, tous ces peuples-là. Voilà. Sauf nous. Et donc, c'est ce que tu dis dans ton livre aussi, quel peuple premier allons-nous être? C'est ça, c'est à nous de le faire maintenant. Super. Que j'ai envie de te remercier chaudement, vraiment, pour
Merci pour ce Thierry. partage, pour tout le travail que tu fais depuis tant d'années, que tu nous as distillé aujourd'hui. C'était vraiment nourrissant. Merci pour ton énergie. C'était un grand plaisir euh, de partager ça avec toi. Il y aura le replay sur le site, donc voilà, il y aura possibilité. Et puis tu as un site, donc il y a le site Oui, sur lequel on peut rentrer en contact avec toi facilement. oui, absolument. Oui. Le site du Cercle des Passeurs n'est pas tout à fait à jour, mais bientôt il le sera. Et sinon, oui, on peut rentrer en contact avec moi de toute façon. Il y a des mails et j'ai un site d'auteur aussi à un moment. D'accord, super. Merci Ramuncio pour l'animation, merci Vincent, merci à tout le cercle des bénévoles qui met en place tous ces webinaires depuis 2 ans maintenant, hein. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc il y a Christelle, il y a Alix, il y a Thomas, il y a Dorothée, qui j'oublie, c'est tout je crois. Et nous deux, voilà, merci pour ce travail-là. Et ben, j'ai envie de terminer juste en vous disant que ben, l'aventure continue pour les leaders éclairés. Voilà, il y a plein de choses dans les cartons pour l'année prochaine. Il y a des webinaires comme celui-là qu'on va faire. On va accueillir des personnalités comme Thierry Janssen ou Arnaud Rioux, voilà, de façon un petit peu plus espacée maintenant dans le temps. On a le film, le court-métrage sur l'intelligence spirituelle au travail qui avance bien avec Valérie Seguin. Donc soyez vigilants à ça, on pense que ça peut vraiment, on soutient nous ce film parce que ça peut vraiment faire bouger les lignes. Hein, ça sera basé sur des témoignages de dirigeants et de managers qui parlent de leur chemin spirituel dans l'entreprise et en quoi ça teinte, ça modifie leur façon de diriger. Voilà, et plein d'autres choses, et les cercles de leaders dont je vous parlais, donc ça c'est le 10 janvier. Et pour tout ça, je finirai là-dessus un petit peu en homme sandwich, on a besoin aussi de soutien, donc on va rouvrir les adhésions, il y aura le renouvellement des adhésions, donc si vous voulez soutenir l'association, 100% comme on dit, des dons sont faits pour vraiment organiser tous ces événements. Donc voilà, vous recevrez ça courant janvier pour adhérer si vous voulez à l'association.